Bonsoir à tous, nous sommes à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, en direct du plus grand hôtel de Mbuji-Mayi, qu'on appelle Gloria, de l'honorable Maurice Chikuya, établissement de bonne facture, d'ailleurs qui sert de cadre aujourd'hui pour le club qui a fait les déplacements de cette belle ville qui s'est un tout petit peu améliorée depuis quelques temps, Mbuji-Mayi, avec une voirie que nous avons constatée qui permet aux habitants de se mouvoir assez facilement, mais aussi quelques réalisations ici. On y reviendra tout à l'heure avec force de détail. Club 50 qui vous retrouve dans ses décors avec bien évidemment des journalistes de Mbuji-Mayi, comme d'habitude d'ailleurs. Gédéon Kabamba qui est de Mbuji-Mayi, de la FNC, Kasaï oriental. Arsène Pounga qui est de letambour.net, un média en ligne. Mais bien évidemment, ils ont fait les déplacements de Mbuji-Mayi et comme vous le savez, ce sont les têtes pensantes de l'émission. Yves Bouya, voilà, qui va vous faire cette analyse depuis Mbuji-Mayi, et son colissier de toujours, Edmond Izouba, qui sont ici avec nous en Mbuji-Mayi. Messieurs, bienvenue. Merci. Nous avons pensé aussi associer des journalistes femmes de Mbuji-Mayi, mais c'est un peu compliqué ici de genrer l'émission. On aurait voulu que ça se passe de cette manière-là. Alors, l'émission, on va la faire autour de cette itinérance de Félix Tshisekedi à travers le Congo. Qu'est-ce qui se cache derrière cette itinérance? Comment la presse d'ici appréhende tout cela? Mais on va beaucoup revenir sur le développement du Kasaï oriental. Vous avez suivi le briefing du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, où on est revenu avec le gouverneur sur ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est en fonction. Beaucoup de gouverneurs d'ailleurs de Kasaï s'expriment parfois avec quelques maladresses, comme à Kananga d'ailleurs, où celui-là a voulu dire tout simplement qu'il rien n'est fait là-bas. Enfin, le verbe rien, faut plutôt le mot rien. Est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Donc on va voir si au Kasaï oriental il y a quelque chose ou pas. Voilà, je vais commencer par la presse locale pour qu'elle puisse s'exprimer un tout petit peu. Mais avant toute chose, j'aimerais avoir un coup de cœur, pour ne pas dire un coup de gueule, par rapport à ce que j'ai constaté ici. Vous savez qu'un Mbuji-Mayi, c'est d'abord l'Amiba. L'Amiba qui vient de bénéficier de 50 millions de dollars, promesse de Fachi, qu'il a dit qu'il a amené ça, les 50 millions pour relancer l'Amiba. Mais à l'Amiba, il y a comme une mafia. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Le diamant de l'Amiba est un peu exposé. Le centre de triage n'est pas très sécurisé, d'après mes informations. Ensuite, le DG de l'Amiba n'a pas les mains libres. D'ailleurs, un ressortissant de Mbuji-Mayi a interpellé le président pour dire que le PCA et les DG ne s'entendent pas. Et le président a promis de mettre de l'ordre dans tout ceci. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'Amiba, à part la ville Miba qui a été réhabilitée en termes de voirie, beaucoup de maisons ont été spoliées, pour ne pas dire ceux qui habitent ces maisons de l'Amiba ne sont pas de l'Amiba. Et à juste titre, parce que les gens qui sont à la retraite vont chercher ce qu'ils peuvent payer, et puis en contrepartie, ils ont un petit revenu pour essayer de vivre. Mais les activités sont par terre, pas d'équipement. Et le DG qui est en place n'a pas l'attitude de se mouvoir, parce que semble-t-il, il y a des gens qui sont derrière, qui essayent de phagocyter l'activité de l'Amiba. On pense que le déplacement des présidents Tshisekedi ici, ça puisse servir de mettre de l'ordre dans l'Amiba pour que ces 50 millions de dollars ne puissent pas partir comme ça dans une gestion un peu, je dirais, hasardeuse. On va acheter du matériel de pas de qualité, on va payer les dettes, et puis les gens qui vont acheter du matériel, ils vont prendre seconde main, ensuite ça va prendre du temps pour la livraison, etc. Il faut penser à tout ceci bien avant. Deuxième coup de gueule, c'est la SACIM. Société qui produit également du diamant, à Miabi, exactement. Eh bien, ça fait un temps qu'il y a un arrêté ministériel interdisant à ces sociétés de vendre son diamant. Aujourd'hui,
presque 1 an d'impayement. Plus de 600 personnes à la SACIM. Malgré les interventions de certains, enfin, jusqu'au très haut niveau, mais rien ne bouge. Et donc, la ville est paralysée, la province est paralysée parce qu'effectivement, SACIM ne peut pas se mouvoir. Mais qui bloque? Qui bloque? Qui est derrière? Qui profite? Qui, quand le diamant, par exemple, est vendu à 22 $ et on vend toujours à 14 $, qui prend le reliquat? Voici les questions qu'on va aborder tout à l'heure. Mais ma foi, nous, on ne sert que d'alerte. Enfin, le dossier est déjà sur la table de Fachi. J'espère qu'il va pouvoir en parler. Voilà, c'était les 2 points que je voulais vous aborder. Je vais décerner les roses tout à l'heure quand le cœur m'en dira un peu. Pour le moment, j'accueille la presse locale. D'abord, la RTNC, hein, à tout honneur. Bienvenue dans le club. Merci. Présentez-vous parce que le monde ne vous connaît pas. Le monde. On est dans le monde. Heureusement que vous l'avez fait, n'empêche que je puisse le refaire. Oui. Je m'appelle Kabamba Miteo Gédéon. Je suis journaliste à la RTNC Kassai Oriental, animateur de l'émission politique, un peu générale, carte sur table. C'est une émission de débat. Une émission de débat. Débat franc ou débat orienté? Débat l'intitulé, vous pouvez comprendre que Quasi au table. Un débat franc. Est-ce qu'ici en Bougemain, vous avez la latitude de vous exprimer correctement ou il y a un chape de plomb sur vos têtes? Je sais que les différents gouverneurs qui viennent ici ne vous laissent pas la marge d'expression. Hein. D'abord, il faut reconnaître que la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Oui. Ensuite, nous, journalistes, nous avons la latitude de communiquer, de dire ce que nous constatons. Est-ce que vous le faites? Nous le faisons avec apaisement. D'ailleurs, vous l'avez constaté, nous étions dans l'enceinte, à la résidence du gouverneur. La résidence du vous gouverneur. Vous êtes permis? Non, nous avons posé la question parce que le gouverneur disait que la province possédait tous les moyens nécessaires, tous les atouts sont là pour que la province se développe. Il a dit en un clin d'œil. Nous avons voulu savoir quel était le levier, il utiliserait quel levier pour en arriver là. Et c'était la question que nous avons posée. C'était une manière de montrer que la presse au Kassai oriental a cette latitude-là de parler. Et votre gouverneur s'est un peu plaint là en termes de visibilité à l'arrivée du président, au meeting, etc. C'était volontaire ou vous avez un petit problème technique? Entendre parler l'équipe technique qui était là, c'était un problème d'ordre technique. Ce n'était pas volontaire. Quel était l'intérêt à zapper la présence de monsieur le gouverneur? Il s'est senti offusqué, hein? Il s'est plaint. C'est un problème d'ordre technique. Je crois que monsieur le ministre de la Communication avait pris soin d'apaiser monsieur le gouverneur et même les équipes qui étaient sur place ont essayé de lui faire comprendre que c'était un problème d'ordre technique. Mais monsieur le gouverneur, vous êtes un homme public désormais, vous gérez la province désormais. Attendez-vous à ce qu'on analyse, on critique, on apprécie ce que vous faites. Autrefois, vous étiez effectivement dans l'opposition, et vous savez, à l'époque, vous étiez très dur, hein, ici. C'est vraiment très, très dur. Mais aujourd'hui, c'est votre œuvre, votre bilan, pour ne pas dire votre action au quotidien, qui est appréciée par les journalistes. Donc, ayez vos apaisements et soyez notre ami, enfin, notre partenaire. Comme ça, nous allons bien travailler ensemble. À côté de vous, c'est lui qui a le média, les tambours. Le tambour, Arsène, journaliste indépendant. Tout simplement. Indépendant. Tout simplement. Comment vous classez votre indépendance? Non, parce que nous faisons un effort. Nous faisons un effort de ne pas... Être phagocyté. Non, ce n'est pas l'expression que je voulais utiliser. De ne pas être inféodé. Donc, aux idéologies, au courant politique. Quand on sait que quand on est en Bougemaï, où on est de l'UDPS, on n'est rien. Ça a changé, ça? Je ne sais pas, mais je pense que c'est difficile aussi d'évoluer dans un environnement comme ça. Il y a quand même peu de tolérance, ça il faut l'admettre. Mais la liberté, c'est d'abord un état d'esprit. Est-ce que ça a évolué, l'état d'esprit de l'UDPS? Je ne pense pas. L'intolérance, la façon par exemple de dire voilà, ou vous pensez comme nous, ou
Je pense que ça va être difficile. Après toutes ces années des luttes, il y a des choses qui sont vraiment... Ils ont intégré la culture Ils sont des choses qui sont du vraiment... débat, vraiment la restées. culture Mais il faut quand même admettre qu'il y a des gens, surtout ceux qui occupent des postes de responsabilité, qui font un effort pour faire comprendre à la masse. qui sont ouverts. Qui sont ouverts. Mais parfois, la masse militante a difficile à comprendre que on n'est pas... Est-ce que la jeunesse est bien gérée de l'IDPS? Non, mais ça, c'est des questions qu'il faut voir avec les responsables du parti. Mais je pense que cette jeunesse a surtout beaucoup de revendications. C'est des jeunes qui, pour la plupart, ont besoin d'avoir déjà du travail. Alors, question beaucoup plus directe. Est-ce que, à juste titre, ces jeunes de l'IDPS qui se sont battus ici, certains sont morts, certains ont été blessés, certains ont fait la prison, est-ce que le pouvoir leur a rendu l'ascenseur? Qu'est-ce qu'ils sont retrouvés? C'est la question. Pour la plupart, pas encore. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour Mais le pourquoi? faire. Mais il va falloir déjà créer des entreprises pour résorber cette masse qui chôme. Il n'y a pas ces entreprises. Celles qui existent sont dans l'état que vous avez décrit tout à l'heure. On ne va pas prendre tous ces jeunes, par exemple, dans les régies financières. Il va y avoir pléthore là-bas, ils ne seront pas payés. Tout comme dans les administrations provinciales, il n'y a pas d'argent pour payer tout le monde. Déjà, ceux qui travaillent se plaignent tout le temps qu'ils sont impayés. Je pense qu'il faut plutôt penser à créer du travail pour tout le monde, que les plus compétents puissent avoir des activités, ou plutôt créer des conditions pour favoriser l'entrepreneuriat. Quand il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y a pas de route qui connecte la province à d'autres régions du pays, ça va être difficile que des jeunes, qui sont pourtant très courageux, parce que c'est des jeunes qui, dans des conditions de vie difficiles, sont parfois très résilients. Ça veut dire que s'il y a un peu plus de facilité de vie, ils peuvent émerger. On va revenir sur cette province qui doit se réveiller. Qui doit se réveiller parce que ce n'est pas les 50 millions que Faché a menés qui vont booster davantage toute une économie, parce qu'il faut plus que ça. Et moi, j'ai écouté le gouverneur qui nous a dit les investisseurs arrivent tous les jours, ils partent tous les jours, mais il n'y en a pas qui franchissent les caps, etc. Alors, Yves Bouya, Yves Bouya, en Bujimaï, Dieu sait que vous êtes quelqu'un d'impertinent. Quand il vous est quelque part, il analyse sans complaisance. Oui, mais Jean-Marie, il faut analyser sans complaisance parce que... C'est la quantième fois que vous venez en Bujimaï? C'est, je pense, la deuxième fois. Ok. Une fois, c'était la dernière fois, c'était je me rappelle bien, en 2011, j'avais accompagné, j'étais dans la campagne du président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. J'étais avec lui ici, mais c'était pour quelques jours, et il avait vraiment fait une forte mobilisation. Et lui, c'était c'est son bastion. Vous savez, ici, les rares des fois que le président Tshisekedi venait, même le président de la République, il a été élu ici, sans qu'il ne soit là, si vous le savez, sans pour autant battre campagne, je pense, au lendemain des élections de 2011. J'avais trouvé une ville complètement morte, dépourvue de tout projet, parce que, vous savez, Jean-Marie, c'était dit à l'époque du temps de Kabila que Mbujimaï, c'est vraiment les fiefs de l'UDPS, c'est là où il y a la résistance, c'est là où a commencé la lutte politique de l'UDPS. Alors, au moment où le régime de Kabila se mettait à développer certaines provinces, si vous comprenez bien, Mbujimaï a été complètement oublié. Je ne sais pas s'il y avait cet effet à dessein où il fallait priver Mbujimaï de se développer et développer d'autres provinces. Parce que... Qu'avez-vous constaté aujourd'hui? Mais là, ce que j'ai constaté, j'ai vu que c'est une ville qui renaît. De ses cendres, si je comprends bien. Par la voirie seulement? Non, je vois l'électricité maintenant. Je vois l'électricité, je vois la voirie, oui. Je vois la circulation. Mais l'eau, moi j'ai manqué de l'eau chez moi. L'eau pose un très sérieux problème. Ça, je pense que il faut que... Et le directeur général de la Régie des eaux, que j'ai rencontré ici d'ailleurs, qui sera prochain invité de Club 50, enfin de GM Katoudé ou de Fauteuil Blanc à partir du mois de janvier, m'a rassuré qu'il est en train de mettre les bouchées doubles pour régler ce problème de l'eau en Mbujimaï. Oui, donc c'est pas que Mbujimaï, il y a aussi Kananga. Vous avez suivi la population à Kananga a demandé au président de la République l'eau et l'électricité. Donc, nous sommes
dans une dynamique où le président de la République s'est dit qu'il se sent rédévable. Au-delà qu'il se sente rédévable. le titre. Oui, c'est chez lui de la marche du Congo. pays, Oui. mais il se sent maintenant rédévable vis-à-vis de cette province qui a été presque dépourvue de tout, d'où vous voyez cette dynamique, cet élan de développement, bien que c'est un élan qui pose problème, au-delà des promesses faites par les présidents de la République. Certains lui ont été rappelés À Kananga, Kananga, notamment. et lui-même a dit que si je n'ai réalisé pas certaines promesses, lapidez-moi à la fin de mon mandat. Oh. Et vous voyez, donc, en fait, c'est les grands Kasaï, les grands Kasaï, où le président de la République s'est dit, à la fin de mon mandat, je dois aujourd'hui, avant de partir, faire quelque chose. Et je pense que, et c'est ce qu'on tente de voir, au-delà des promesses faites. Est-ce que les leaders du Kasaï oriental, parce que nous sommes en Bujumaï, vous les avez sentis, vous? Jean-Marie. En termes de présence. Mais vous savez... À part Fwamba, qui a aussi du sang kassaïen, qu'on a vu se déployer dans la ville, partout, etc. Mais est-ce que vous avez senti les autres? Mais Jean-Marie, vous savez... À part Moïse Chikouya, qui a un chez lui ici, enfin là où nous sommes, vous savez, est-ce que vous avez senti les autres? Je vous disais, Jean-Marie, que quand Tshisekedi, papa, les pères, venaient à Mbujimaï, la mobilisation avait toujours été spontanée. Vous voyez, ici, il est choyé. La famille Tshisekedi est choyée ici. C'est une famille qui est complètement immunisée. Vous voyez, j'ai vu le discours du président de la République, comment est-ce que c'était suivi ici. Des baffles dans des terrasses. Vous comprenez? Alors, quand Tshisekedi venait, il ne mobilisait pas. Même les fils, ils n'ont jamais mobilisé. Mais comme nous sommes sur terrain, c'est ça aussi le rôle, le travail des journalistes. C'est d'apporter les à côté d'un événement. L'événement, c'est la présence du président de la République. Mais moi, je m'étais posé cette question. Pourquoi ici, où Tshisekedi est choyé du père au fils, il fallait aussi organiser cette mobilisation. La mobilisation, elle est mobilisation, mais il faut l'organiser. Et c'est ce qu'on a vu avec certains leaders, notamment les ministres Fwamba, que vous venez de dire. Non, mais c'est la première fois quand même que on sent un ministre qui est moitié de Mbujimaï, je le précise, rien chez moi qui concerne d'expliquer Fwamba, il est congolais, d'ailleurs congolais 100%. 50 provinces orientales, il y a fait d'abord Chopo. Oui, Chopo. Chopo, Sangani. Et 50 ici, en Mbujimaï. Il parle, il est né ici, Fwamba. Oui, il est né ici. Il parle parfaitement Chiluba. Depuis qu'il est là, il ne fait que rencontrer les femmes, les orphelins. Il est vraiment très, très impliqué dans la mobilisation ici. Est-ce qu'il l'a fait à titre personnel ou il veut s'attirer autant d'amour de ses frères et Non, moi, Jean-Marie, vous savez, quand j'ai vu la mobilisation du ministre des Finances, Fwamba, j'avais voulu comprendre ce qui se passe. Parce que je vous ai dit ici que ça a toujours été une mobilisation spontanée, mais ses proches m'ont dit qu'au-delà de cette mobilisation spontanée, de l'UDPS, de la population, il fallait organiser cette mobilisation. Parce que, si vous comprenez un peu, l'UDPS ici, je parle de l'UDPS, par l'entremise du ministre Fwamba, on avait voulu éviter la petite bourde qui s'était passée au niveau des Kananga, où on a tous constaté une désorganisation du meeting, de l'accueil du président de la République, ayant conduit à quelque état. Alors, pour bien recevoir les présidents de la République, on a vu les ministres Fwamba à la manœuvre, sur terrain, avec les notabilités, avec les mamans, avec les jeunes. Alors, moi-même, comme vous avez soulevé ses origines, je savais qu'il était de la province orientale. C'est ce que moi j'en avais en tête. Qu'il était plus... On l'a vu parler en Swahili là-bas, on l'a vu avec... Je vois Chopolé, hein? Oui, Chopolé. Chopolé. Puis Boyomé, puis Chopolé et tout comme ça. Mais j'ai été surpris, je me pose la question, mais il est à moitié 50 provinces orientales et 50
du Kasaï oriental. On dit oui, ses proches me disent oui, comme vous avez venu de le dire, il est né ici, il a fait ses études ici. Et il parle parfaitement Chiluba. Il parle parfaitement Chiluba. Alors, j'ai vu maintenant, c'est que ça, quand nous étions en train de traiter l'information, vous comprenez que c'est des rédactions qui se sont déplacées vers Mbuji-Mayi pour couvrir pour cette grande activité. Ça a créé une vraie polémique dans la toile où certains disaient mais lui depuis quand il est de Mbuji-Mayi? C'est pas mes connaissances. Oui, nous on sait qu'il est de la province orientale. Alors, quand on a suivi son meeting, il dit je suis né ici, je suis chez mes oncles ici. Il dit chez mes oncles ici. Donc chez mes oncles, c'est où est née ma maman, c'est là où je suis. C'est comme moi si je vais à Chikapa par exemple. C'est comme vous, c'est quand vous allez à Chikapa. Ma mère est de Chikapa. Je suis chez mes oncles ici. Mais je suis venu en démineur pour prêcher l'arrivée du président de la République. Et quand il dit je suis chez mes oncles, il dit même que entre papa, c'était pour faire une différence, hein, entre papa et maman, qu'est-ce qui porte l'enfant? Qui porte l'enfant? C'est la maman. La population dit c'est la maman. Donc je me sens chez moi, je suis chez mes oncles. Avec vous, il n'y a aucune différence. Donc au-delà de lui, il faut aussi dire, il faut être équilibré dans nos analyses, Jean-Marie. On a suivi la mobilisation de M. Chikouya, on a vu la mobilisation de M. José Panda, que je ne connais personnellement pas. Ah oui? Moi, je ne connais pas. Je l'ai dit. Voilà un d'ici, objectivement. Panda, qui a un chez lui. Oui, Panda. J'ai vu Chikouya, j'ai vu Tobi Kayumbi, j'ai vu la dame qui a offert un siège à l'UDPS. Madame Mwalissa, j'ai vu Mwalissa, hein, Lisette. Oui. Donc au-delà de cette mobilisation des masses des Fwamba, mais certaines notabilités de la et Nicolas Kazadi, il faut aussi le dire, Jean-Marie. Moi Janvita. Il faut être objectif dans ce que nous disons. Ils se sont battus pour vraiment décorer cet accueil du président de la République. En chitant Jean-Marie, des promesses ont été faites. Le président de la République a lui-même dit que si rien n'est fait à la fin de son mandat, je comprends qu'il comprend lui-même, le président de la République, qu'il arrive à la fin de son mandat, qu'il faut respecter la Constitution. Il a intégré ça parce que même sur ses propos sur la révision constitutionnelle, il se réfère à la population, le président de la République. Oui. À la différence. Il a même posé la question. La Constitution me dérange. Que pensez-vous? À la différence de Lubumbashi, de Kisangani, où il avait lui-même dit qui va m'empêcher, moi, tu sais qu'il dit. Hein? Ça a changé. Ça a changé. Oui, ça a changé. Mais quand il est arrivé à Mbuji-Mayi, je l'ai suivi dire à la population, si vous voulez, on va changer. Il a aussi dit à Kananga. Donc, au-delà de tout ce qui a été dit, mobilisation, ressources, les 50 millions, c'est l'intérêt de la population. Parce que Jean-Marie, j'ai vu une vraie misère ici. Les gens souffrent. J'ai vu une vraie misère. Et la vie est très chère à Mbuji-Mayi. Ça, il faut le dire. Très chère. Parce que je n'en revenais pas. Quand il faut acheter une bouteille d'eau, quand il faut manger, et quand il faut voir la population, il y a une vraie galère. Et là, il faut pousser les présidents de la République de mettre sur place des vrais projets de développement pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup, mais vous avez mangé quand même chez votre président. Hein? Oui, ça, mais Jean-Marie. Mais il faut. Quand même Jean-Marie, avant que la parole ne tourne. Oui, il faut toujours intégrer ça dans la jugeote de ceux qui sont originaires de leur province, qui n'aiment pas construire chez eux. Le président de la République arrive ici. Tous les hôtels pleins. Oui, c'est plein. Certains ont dormi. Lui, il a sa résidence officielle. Oui, heureusement, vous aussi, vous avez votre résidence officielle. Ah oui. On a vu votre résidence qui longe l'avenue, la grande avenue, je pense, Salongo. Oui, absolument. Vraiment, vous êtes confortablement installé. Vous avez quand même eu cette conscience de construire chez soi. Vous l'avez fait. Vous m'avez plusieurs fois invité chez vous. Oui. Je vous dis bravo. Mais ça, beaucoup de personnes n'ont pas ça, n'ont pas intégré ça. Kabila, en son époque, disait cela à certaines notabilités. Oui. À Matata, au Katuma Mwaki. Oui. Construisez chez vous. Oui.
Et si tu vois les... Vous allez au Congo central, tous les grands leaders... Ils ont construit, vous avez, Kamer et Bahati, ils ont intégré ça. Oui. Quand vous allez vers Goma, tous ont intégré ça. Mais c'est pas le cas en Mbuji-Mayi, Jean-Marie Kassamba. J'ai vu des notabilités qui sont dans les cercles du président de la République, qui chuchotent à l'oreille du président de la République. Quand le président de la République arrive ici, il vous tensent, il vous apostrophe les gérants des hôtels. Et certains ont dormi dans des véhicules. Oh. Mais Jean-Marie, c'est vrai. Certains ont dormi dans des véhicules parce qu'ils arrivent chez eux, ils se disent je suis de Mbuji-Mayi, mais ils n'ont pas construit chez eux, ils n'ont pas où dormir. Certains, au moment où nous résolvons ces émissions ici, en attendant la ronde du président de la République avant qu'il fasse Chikapa, certaines notabilités qui se disent conseillers dans l'entourage, dans les précarés du président de la République, dorment dans des véhicules. C'est pourquoi Jean-Marie ne peut pas imaginer ça. Je pense que le message est... C'est un message, il faut envoyer tout le monde avec les petits moyens que vous avez, pas en volant Jean-Marie Kassamba. Non, jamais vous pouvez vous organiser à construire même une petite maisonnette chez vous et peut-être ramener vos enfants chez vous. Ils peuvent comprendre, ici nous avons nos origines. Et c'est quand même une fierté. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Ce n'était que message d'un journaliste qui a constaté tout ce que nous on peut vous dire que pensez à chez vous. Pensez lorsque vous rentrez sur vos terres d'être, on va dire, installé. Edmond Izouba, à Mbuji-Mayi pour la 40e fois? Ça doit être pour la 4e fois. Ah, donc ouais, bien sûr, mais je dois quand même vous surprendre. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2019. On était venu aussi dans le cas de la voirie. Je crois que c'était en 2020. C'était dans le cas de la voirie. J'ai fait un mois ici, à Mbuji-Mayi. Un mois? Oui. Et j'ai fait la route Mbuji-Mayi-Kananga. Cette route-là, c'est une route mortelle pour moi. Et j'ai été à Kananga aussi pendant un mois. Donc, je maîtrise... je fais terrain. Oui, j'ai fait 2 enquêtes sur Kalamba-Mbuji. Et puis sur la route Mbuji-Mayi-Kananga. Donc voilà. Mais j'ai senti quand même il y a une différence parce que le projet qui m'a permis d'inspecter un peu la ville de Mbuji-Mayi n'a pas su continuer parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'époque et notamment l'IGF qui s'est impliqué pour faire ces enquêtes. Je sais pas. Ce sont vraiment pas des enquêtes qui étaient favorables pour l'entreprise chinoise Graxet de continuer les travaux. Et puis c'est Safrimex maintenant qui exécute, c'est ça? C'est Safrimex? Ouais, c'est Safrimex. Ouais, pour la ville. Je me rappelle l'avenue ici devant l'hôtel. Non, l'avenue Lusambo, je pense. Lusambo. Oui. C'est maintenant l'avenue Félix Tshisekedi. Ah, c'est maintenant. Ça s'appelle Félix Tshisekedi. Oui, bah justement, c'est. Est-ce que c'est normal que un président en fonction, on peut lui donner une avenue? Oui, c'est faisable. Oui, parce que. Pas a posteriori. Oui, mais c'est d'abord historique. Pourquoi? Parce que cette route n'existait pas. En réalité, il y avait qu'une trace où les gens passaient et tout ça. Une piste. Oui, une piste, ainsi de suite. Mais le président de la République a pensé à une avenue qui aujourd'hui sert de principale. Pour arriver à plusieurs endroits. Ouais. Voilà, donc j'ai donné l'illustration pour dire que les Chinois avaient justement commencé sur cette avenue qu'on considérait comme une avenue très riche pour la province. Et les caniveaux qu'on a construits, c'est vraiment des types de caniveaux modernes. Mais quand vous lisez à l'époque l'enquête de l'IGF, on parlait d'autre chose. Donc voilà pourquoi moi je vais plaider. Il y a 35 km de la voirie qui est quand même réalisée. Et je vais plaider cette fois-ci, en tout cas, pour ce qui sera mis à la Miba, pour ce qui sera mis à Kalamba-Mbuji, pour ce qui sera mis pour la chute de Katende, qu'on laisse d'abord les gens travailler et l'IGF intervienne après. Je vous dis en connaissance de cause, je vous dis en connaissance de cause, Jean-Marie, c'est très révoltant. C'est très révoltant. Oui, c'est très révoltant de voir des grands chantiers lancés par le président de la République lui-même stoppés parce qu'il y a une enquête. Je ne sais pas, est-ce que c'est la manière de faire ces enquêtes-là qui bloque ou on peut peut-être changer des missions à l'IGF parce que en pleine exécution,
l'IGF intervient On va et oublier, bloque le compte. Vous êtes collabo des Jamais. frappeurs. La preuve en est qu'on a laissé Safrimex travailler, il n'y a jamais eu de problème. Safrimex travaille en mode préfinancé. Ah voilà, donc vous voyez, donc on a même changé de mode. Il ne peut pas voler les fonds. Même, oui, si. Si, en préfinancement, on peut aussi voler, on peut surfacturer. Donc, il y a toujours la possibilité. Donc, je vous dis, si aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques de bonne foi qui veulent investir, Oui. si on leur laisse le temps, ils travailleront. Pour moi, le développement dans le Grand Kasaï, je le résume sur 3 axes. Il y a la MIBA, il y a la chute Katende, et puis il y a Kalambambouji. Si le président de la République réalise ces 3 chantiers et arrive à les finir, il peut quitter le pouvoir tranquillement. Il ne sera pas lapidé comme il a dit à Kananga. Et moi, j'ai vraiment analysé. Est-ce qu'il les dit avec sincérité? Est-ce qu'il ne prend pas le risque d'avoir des conséquences? Moi j'ai toujours considéré le président de la République comme quelqu'un de bonne foi. Pourquoi? C'est vrai, l'opposition peut qualifier aujourd'hui sa gestion d'hasardeuse, mais c'est un président de la République qui a pris de très grands risques en lançant de grands programmes pour l'intérêt de la communauté. Nous avons la gratuité de l'enseignement primaire. Ça n'a jamais été fait dans son entièreté. Mais lui, il est venu... Oui. Mais ça n'a jamais été fait dans son entièreté. Il est venu, il n'a même pas fait une année. Il a pris les risques de lancer un tel projet. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir ce qu'on appelle les effets de la gratuité. Il n'est pas obligé de tout terminer. Un autre peut venir en finir. Il dit qu'on va lancer la CSU, qui est donc la couverture santé universelle. Ça existe partout dans le pays. Ça pose beaucoup de problèmes. Il a lancé et on commence avec le premier paquet de soins, qui est donc la gratuité de la maternité. Et en Mbujimaï, j'ai senti un président qui dit, voilà, je vous l'accorde aussi en Mbujimaï, parce que à Kinshasa, le projet a déjà démarré. Le président de la République a lancé des grands chantiers et j'estime que à ce niveau-là, à ce titre-là, c'est quand même des grands risques que nous n'avons jamais rencontrés. Dans le passé, un président, il ne regarde pas dans la caisse, il dit je lance d'abord et les moyens vont suivre. Et aujourd'hui, il fait face à ces moyens, il est obligé d'aller chercher ces moyens-là pour, je dirais, rendre effectifs tous ces programmes. Donc j'estime que pour ce qui est de Kalambambouji, oui, c'est 244 km de Matamba. 2 ans, monsieur. Oui, plus de 200 km. Je dis 2 ans. Non, mais justement, moi je peux... qui s'est redit dans 6 mois. On va faire l'ouverture de la piste. Et puis on va asphalter dans 2 ans. Oui, mais moi je vous dis, les Chinois ont fait cette route en 1 année et demie. Bah alors qu'ils le fassent. Oui, mais les Chinois, à l'époque de Kabila, ont fait l'ouverture de la piste en 1 année et demie. Mais il s'est posé un problème avec les contrats BOT, avec la gestion de gouverneurs qui se sont succédés. Les péages. Vous avez eu, oui, justement, parce que les Chinois devraient récupérer l'argent du péage. Et un clin d'œil à... Et Denis Kambay à l'époque, oui. Denis Kambay à l'époque ne supportait pas. Oui. Et il y a même un gouverneur qui a fait arrêter les ingénieurs chinois. Et il y a même... mais moi, quand je suis... Jean-Marie, moi, c'était... Soyez calme. Quand je suis arrivé à Kananga, il n'y avait pas une entreprise qui avait des engins comme Crexet. Soyez calme. On les prend au Il y a Office des routes, il y a OVD qui n'existe que des noms qui n'ont pas d'engins. Mais les engins, tous sont coffrés. Je connaissais même la base vie. Oui, aux côtés de la prison. Vous avez, quand vous arrivez à Bilomba, vous avez une autre base vie de Crexet sur la route Kalambambouji. Mais l'enquête de l'IGF a démontré que ces bases vie n'existaient pas. En tout cas, moi, j'étais contre tout ce qui se faisait. Tout le monde contre les Kassaïens. Et aujourd'hui, je suis vraiment soulagé que les gens d'ici aient compris et qu'on laisse les choses
c'est faire en dehors de l'IGF. Il faut que je vous réconcilie avec l'IGF. Hein. Non, non, non. Moi, je suis révolté parce que je suis de Mbujimaï. Je suis de Mbujimaï, je suis chez mes oncles. Un de vos parents. Donc, j'ai travaillé avec passion. Je voyais ce qui se faisait. Il est comme Fouamba. Je suis un peu comme Fouamba. Donc, je suis du côté du Sud Kivu à Walungu. Oui. Et je suis de Kabeaka Mwanga, du côté de ma maman. Oh, donc, quand je viens ici, vous découvrez, je vois. Et puis, il y avait des grands travaux qui se faisaient à l'époque quand vous arrivez, non loin de chez vous d'ailleurs, avant de prendre la route de Kabeaka Mwanga. Oui. Il y avait des turbines de la régie des eaux qu'on plaçait là. Finalement, je ne sais plus la suite. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà. Retrouver l'objectivité journalistique. Donc, on sent le sang qui parle chez Izouba. C'est aussi la colère, mais aussi le soulagement. Alors, M. Kalonji, enfin, Kabamba, pardon. Le président a entamé cette itinérance. Certaines langues pensent qu'il est en campagne. Campagne, parce qu'il veut préparer les esprits pour la constitution qu'il veut toucher ou changer, et que la population est en train d'être conditionnée quant à ce. Mais quand on arrive ici au Kasaï, on l'a vu à Kananga, cet après-midi, ça sera à Chikapa. Hier, c'était à Mbujimaï, et avant-hier également. Est-ce que la population adhère à cette itinérance? La population adhère à l'itinérance parce que vous-même, vous l'avez souligné à l'entame de l'émission. Et même mon collègue juste en face de moi, là, Yves Bouya, il a dit, si la population n'adhérait pas à la mission d'itinérance du chef de l'État, elle ne serait pas mobilisée. D'abord, écoutez, mais on connaît comment les Congolais sont. Les politiciens viennent, encouragement et tout ça, et puis ici, quand il arrive, on sent que c'est chez lui, bon, qu'on parle solidarité. Il y a un point qui mérite d'être soulevé. Lequel? Le président de la République revient au Kasaï oriental, je crois, une année full après son élection. Les élections de 2023. Oui, d'accord. Ouais. Une année full, il revient. En tout état de cause, c'est que d'abord, la population lui réservait cet accueil. Qu'il y ait mobilisation ou pas, qu'il y ait des gens venus de Kinshasa ou pas, la population devait lui réserver l'accueil. Là, je voulais placer un mot sur ce que disait Yves Bouya. Sur la mobilisation qui a été faite. Oui. Personnellement, moi, je dis que c'est une mobilisation naturelle. Naturel, vous le dites comme ça? Naturel quoi? Et des gens sont venus d'eux-mêmes, on n'a pas l'air donner des t-shirts, donner des t-shirts, une petite bière à la fin. La bière ou pas, les gens devaient venir. Je vous l'assure parce que vous l'avez constaté, nous étions avec vous à la grande place de Gonzola. Ils étaient là. Depuis, d'autres sont arrivés sur les lieux du meeting à 10h. Ils attendaient jusqu'à 19h quand le président est arrivé. Ils sont restés patients et d'ailleurs étaient nés à ce que le président leur accorde du temps pour échanger. Ils dorment même là. Oui, pour lui soumettre leur doléance. Ça, c'est par sympathie ou c'est par militantisme? Pas par militantisme, mais écoutez, Félix Antoine Tshisekedi dans le Kasaï, c'est son fief naturel. Qui a besoin aujourd'hui qu'on lui dise que le peuple kassaïen porte à cœur Félix Antoine Tshisekedi? Qui a besoin qu'on lui dise, qu'on lui tienne ce genre de discours? Donc c'est passé, c'est révolu. Mais on rentre dans la question que vous me posiez tout à l'heure. C'est pas une campagne. Le président de la République fait la ronde tout ce temps. Qui ne sait pas qu'il fait des missions d'itinérance? Qui ne le sait pas? Tantôt il est dans les Katanga, dans la partie est de la République. Il a même fait plus de 2 semaines une fois là-bas. Il n'a jamais fait dans le Kasaï oriental 2, 3, 4 jours. Peut-être 2, oui, parce que... Il n'y a pas d'agenda caché? Quel agenda, par exemple? Mais on parle de la Constitution parce qu'il a lancé ça qui s'en a dit. Qui ne sait pas que la Constitution mérite d'être modifiée, d'autant plus qu'elle-même, s'il vous plaît, d'autant plus que la Constitution elle-même laisse la latitude d'être révisée. Oui. Est-ce un secret? Et si jamais cette Constitution ne donne pas la latitude au président ou à tout gouvernant qui viendra, parce que les gens ont tendance à parler d'un troisième mandat qui est envisagé, une hypothèse qui jusque-là appartient à des politiques,
que je ne vais pas... Un parti politique ou bien un parti aux Congolais d'apprécier? Beaucoup plus les politiques mettent l'accent sur le troisième mandat. Lui, le président a dit qu'il ne le fait pas pour le troisième mandat. Il veut léguer aux Congolais une constitution qui permettra à ce que le Congo soit géré comme il se doit. Mais en ce moment, parler de la campagne, c'est une fausse hypothèse. Parce que quand il est arrivé à Bonzola, en premier lieu, a-t-il mis l'accent sur la question de la constitution? Mais c'est un politique. S'il vous plaît. C'est un politique. Il ne va pas d'emblée commencer par là parce que forcément, il faut préparer l'opinion, forcément, il faut les éléments de langage. Et d'ailleurs, moi, je peux anticiper pour dire que même s'il ne l'avait pas dit, la population devait lui réclamer une question autour de cela. Parce qu'elle était préparée. Vous avez vu la réaction de la population. Aussitôt qu'il aborde la question, dans l'unanimité, la population a adhéré. Mais lui n'a pas dit que je change ou je modifie. Il ne l'a pas dit. Alors, pourquoi les gens, je parle comme journaliste, ont peur d'affronter la réalité des faits? Là, on vous sent militant. Hein. Non, moi, je ne suis pas militant. Je on vous sent avec un cœur qui bat. Pour votre information, je n'appartiens à aucun parti politique. Oui, mais le discours, lui, il est, non, il n'est pas politique. Assez partisan. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'impression que les Kassaïens, vous en êtes un, hein, lorsqu'il s'agit de l'IDPS, il s'agit de Félix Tshisekedi, ça vous enlève une dose d'analyse objective. L'analyse, ça dépend de l'appréciation de qui pose la question et de ce qu'il veut entendre. Par exemple, qu'est-ce qui n'est pas objectif dans la réaction de... Quelle est l'opportunité de changer la Constitution? L'opportunité de changer la Constitution? Oui. Mais pourquoi? Posez-vous la question de savoir pourquoi le peuple congolais, dans l'unanimité, souhaite le changement de la Constitution. Ce serait une bonne question. L'unanimité, c'est vous ou c'est le peuple? Non, le peuple. Les sondages, voit la réaction. Les sondages, est où? Jean-Marie Kassamba, oui. Vous avez... Je sais que vous êtes journaliste professionnel. Bien sûr. Vous avez vu toutes les sorties du chef de l'État. Partout il est passé dans sa mission d'itinérance. Est-ce qu'il y a un seul endroit où vous connaissez une résistance vis-à-vis de la question du changement, modification ou, je ne sais pas, réforme constitutionnelle? Mais si on filme les militants, ils peuvent dire que oui. Hein. Si on dépose aux militants la question... Quand vous dites filmer les militants, jusqu'où vous retirez aux militants la qualité d'être congolais? Non, un Congolais a fortiori, mais il y a aussi d'autres Congolais qui ne sont pas d'avis. Mais s'ils sont minoritaires, parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque de Joseph Kabila avec les référendums, oui. c'est pas tout le monde qui avait adhéré, mais la majorité l'avait emporté quand même. Il y avait une minorité qui était contre cette constitution à l'époque. Mais parce que la majorité s'était prononcée, elle était passée. Alors pourquoi avoir la peur actuellement, s'il faut réviser la Constitution? Qu'y a-t-il de mal? Mais inscrire la démarche du chef de l'État, sa mission d'itinérance, dans la vision d'une campagne précoce, moi je crois que c'est un argument... Et est-ce qu'Arsène Pounga pense la même chose? Parce que quand on lit sur Internet, vous avez un site, hein? Tout à fait. Je le rappelle, letambour.net, on sent une fronde quand même. Non au changement. On sent... on a vu Katumbi et Joseph Kabila, ancien président, s'est retrouvé pour publier un communiqué que tout le monde a lu. On a vu Fayoulou s'émouvoir, etc. La société civile, l'autre Kassaïen, c'est Sanga par exemple, pour ne pas le citer. Ce qu'a dit tout à l'heure M. Kabamba, on sent qu'il veut mettre dans la tête de tout le monde que l'adhésion est quasi totale, ce qui n'est pas le cas, notamment sur Internet, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vrai qu'autour d'un sujet aussi important, on ne peut pas avoir l'unanimité. Lui, il a dit de l'unanimité. Il a parlé d'unanimité. C'est une évidence. C'est son unanimité. Ça, c'est une évidence. Oui. Et que s'il n'y a pas cette opposition, il n'y aurait pas de démocratie. Donc, il faut admettre qu'il y ait des gens qui pensent autrement. Mais je pense aussi, comme dans une certaine mesure, que le projet de réforme constitutionnelle du président de la République accueille quand même une adhésion populaire. Peut-être pas dans les proportions qu'il le souhaite, mais je pense qu'il y a une frange importante de la population qui pense comme lui qu'il va falloir revoir un peu la Constitution. En ce moment, il y a une forme de suspicion
on lui prête les intentions de vouloir... Comme à son temps d'ailleurs, on avait soupçonné Joseph Kabila de vouloir un troisième mandat. Justement, ce qui est alors qu'il avait dit à Kengo qu'il n'allait pas être candidat pour avoir une nouvelle mandat. Ce qui est tout à fait normal, ça c'est un discours de politique. C'est un discours de politique. Mais il faut qu'à un certain moment, le président qui est en fonction, si il veut faire des réformes, qu'il les fasse. Toutes les réformes ne passeront pas avec l'adhésion de tout le monde. On a vu par exemple en France, lorsque la loi sur la retraite a été adoptée, on a vu que presque toute la masse laborieuse était contre. Oui, Macron est presque passé en force. Macron n'est pas un bel exemple. Justement, hein. non, mais c'est... On voit, il patauge là, les pauvres. L'exemple, c'est pas de comment Macron opère. C'est seulement que le président de la République, si les lois lui permettent de faire certaines choses, il a la latitude d'apprécier l'opportunité, parce qu'il est politique, et c'est ça son travail. Parce que si nous restons dans la posture selon laquelle il faut absolument, parce que j'ai l'impression qu'il y a des opérateurs politiques qui sont dans cette attitude-là, de s'opposer systématiquement à toute tentative de réforme constitutionnelle, d'où qu'elle vienne. Bon, Tant qu'elle vienne du président en fonction. Attendez. Vous êtes même chargé des cours, hein, vous êtes assistant à l'université. Tout à fait. Ça veut dire que vous êtes l'élite, vous êtes intellectuel. Et en même temps, vous êtes journaliste. Exactement. Question. Quelle est l'opportunité? Les 4 raisons. Vous vous rappelez les 4 raisons pour changer une constitution? Premièrement, il faut qu'il y ait une révolution ou un coup d'État. 2, il faut qu'il y ait une situation exceptionnelle. 3, il faut qu'il y ait une transition. Et puis 4, il faut qu'on apprécie un bouleversement majeur qui puisse pousser à ce qu'on change une constitution. Où est l'opportunité dans les 4 points que je viens de citer? Je vais répondre cette question en commençant par un exemple. Ça va paraître bizarre. Et en me citant un cas que vous liez, voilà. Tel article, c'est obsolète et pour cela, il faut changer. Je vais vous dire, Jean-Marie Kassamba, que on peut changer la Constitution sans forcément avoir un bouleversement, un coup d'État et toutes les autres raisons que vous avez évoquées. Et alors, on peut en une démocratie oui, consulter la population sur une réforme aussi importante. Je suis souvent là. Le référendum et changement de constitution, c'est 2 choses différentes. Hein. Non, mais le référendum dont je parle, c'est celui d'adopter une nouvelle constitution. Oui. En ce moment, dans des pays comme la France, il y a un débat sur comment passer à la 6e République. Je sais que vous êtes au courant. Vous êtes quelqu'un de bien informé. Il y a même un candidat qui a fait campagne, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas les citer, qui est ami du président de la République, qui a fait campagne présidentielle avec un projet de passer à la 6e République. Mais pour passer à cette 6e République, il ne peut pas faire un coup d'État. C'est en devenant d'abord président dans la 5e et à proposer au peuple de passer à la 6e. Et c'est exactement ce que le président de la République essaye de faire. Parce que il ne faut pas qu'on mette dans la tête des Congolais que pour changer des constitutions, il faut qu'il se passe un événement extraordinaire. On peut constater, chemin faisant, surtout dans le contexte d'élaboration et d'adoption de la Constitution, qui n'a été adoptée, je crois, qu'à 50... Dites-moi un article ou 2 ou 3 qui fâche. Alors là, maintenant, on entre vraiment dans des débats de politique. Il n'y a pas de souci, non, c'est pas de politique, mais c'est analytique. Vous êtes au Kassai ici, bon, ça vous enlève une dose d'objectivité, bien évidemment. Non, mais je pense que vous avez, je pense que votre posture aussi, elle est, je ne sais pas si votre filtre d'observation des analystes du Kassai, je la trouve quand même assez étonnante. En quoi? Parce que vous estimez que parce que nous sommes du Kassai, on ne peut pas analyser objectivement les dossiers qui touchent au président de la République. Ce serait une posture qui ne vous permettrait pas de bien appréhender notre propos. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un fief naturel. Non, mais on peut être... Vous êtes Kassaïen. Bien sûr. Je vous crois, vous êtes très lucide dans vos analyses. Oui. Vous êtes une exception. Ben, j'espère que c'est une exception qui confirme la règle. Alors, parce que vous m'avez demandé les articles. Oui. Dans la constitution de notre pays. Moi, il y a par exemple, c'est un avis personnel comme observateur de la société, mais aussi comme enseignant. Pour avoir évolué dans la plupart des cas dans les provinces, il y a un gros problème, un grand dysfonctionnement entre les institutions provinciales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de se mettre autour d'une table et de constater, vous le savez comme moi, que
la décentralisation telle qu'elle a été conçue et consignée dans la Constitution n'a pas permis à nos provinces de décoller. Ça a bénéficié aussi à certaines d'amorcer une série d'investissements et de développement. Vous allez au Lualaba. Le Lualaba était aligné, arrimé au Katanga, n'avait pas le même développement qu'aujourd'hui. Il y a des provinces comme Otuele. Vous allez à Bunia par exemple, c'était des coins qui étaient arrimés à la province orientale, qui Kisangani, etc. Allez à Bunia, vous allez voir que... Jean-Marie, mais excusez-moi, j'ai été en train de terminer mon propos. Oui. Qu'on ne confonde pas le découpage territorial à la décentralisation, forcément. Oui. Parce que lorsque vous allez dans ces provinces que vous êtes en train de citer, dont j'ai fait ici d'ailleurs les gouverneurs qui font un excellent travail, vous allez vous rendre compte qu'au-delà des efforts que font ces autorités provinciales pour faire avancer leurs entités, elles font aussi des efforts pour assurer leur siège. Et vous savez comment? Ce n'est un secret pour personne. En prenant en charge les députés. Cette prise en charge qui n'est pas celle que l'on connaît. Et donc, c'est-à-dire que les gouverneurs de province, au-delà de réfléchir sur comment développer leurs entités, ils réfléchissent aussi comment entretenir les députés pourquoi vous ne le provinciaux. faites pas ici au Kasaï? Vous parlez de quoi? De développement? Développement, oh, ouais, les deux, mais en général. Quand vous allez à Kananga, et la parole va tourner, vous voyez des gouverneurs qui pleurnichent. Vous allez à Chikap, on n'en parle même pas là-bas. C'est Kasaï Central ou Kasaï tout court? Kasaï. Oui. Et vous venez ici en Boujuma et on va vous dire non, parce que la MIBA ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de développement. Mais vous allez ailleurs, il y a développement. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais Jean-Marie, en faisant cette comparaison, il faut tenir compte de certains paramètres importants. Notamment. Non, il y a des provinces qui sont, tout à l'heure, en suivant Yves Bouya, Edmond Izouba, que j'ai salué, je ne les ai pas salués en début de l'émission, ils ont quand même reconnu que lors de leur dernière visite ici au Kasaï oriental, la situation était, ou dans le Kasaï, était chaotique. Vous comparez des régions qui sont riches, très riches d'ailleurs, et qui bénéficient des grands investissements depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les booms économiques qu'il y a dans les grands Katanga, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba. La richesse d'un pays, ou plutôt des provinces, vous venez au Kasaï ici, vous avez des... Prenez en compte certains paramètres comme l'enclavement de ces régions. Cet enclavement qui n'est pas seulement infrastructurel, il est aussi énergétique. Il faut commencer. Ah justement, c'est ce qui est en train d'être fait, peut-être pas suffisamment, mais c'est en cours. Et donc il faut donner la chance à ces provinces de se donner les moyens de se développer d'ici 5-6 ans. Merci beaucoup. Yves Bouya, on a vu le président Tshisekedi à Kananga, c'est presque la population qui lui crachait les vérités comme ça, d'une manière aussi directe. Les gouverneurs n'ont pas tenu compte de la présence du ministre Mouyaya pour lui rétorquer qu'ici rien n'est fait. Question, est-ce que dans le chef de ces gouverneurs, il y a la volonté de travailler. Dans ces chefs de gouverneurs, ils n'attendent que Kinshasa. Parce qu'on a dit, le Grand Kasaï a connu que des provinces observateurs. Ils attendent que les choses viennent de Kinshasa, mais eux-mêmes, ils ne font pas un effort. Mais Jean-Marie, avant de vous répondre, oui, j'ai aimé la trilogie de Izouba sur le développement économique du Kasaï, du Grand Kasaï. Quand il vous a expliqué des Kalambambouji, de la Miba et quoi, du barrage de Katende. Oui. Si les présidents de la République mettaient plus d'énergie dedans, qui nous suit. Oui, qui nous suit, oui. Je pense que la dette qu'il a envers cette province, il pourra quand même trouver, mettre cette province dans un élan. Déjà, avec les barrages de Katende, pour votre information... Je vous fais rire d'abord, vous allez continuer. La raison évoquée par le président devant les chefs coutumiers, voilà, ce sont les abeilles qui m'ont empêché de faire le projet. J'étais là, les jours des abeilles. Mais enfin, vous étiez là, quand il y a eu des abeilles. La tournée là, j'étais donc là. Vous avez fui les abeilles. Oui, mais il y a même un caméraman qui a failli mourir. Non. Parce que quand les abeilles, on était avec le général Kanyama et tout ça, il y avait les DG de l'office de route. Oui. Les abeilles sont venues nous attaquer. En masse? En masse, je vous dis, il fallait évacuer les présidents de la République. C'était une scène incroyable.
et un caméraman a failli juste tomber là où on avait creusé, parce qu'il y avait un grand trou pour, vous savez, pour fabriquer la chute. C'était vraiment dans la chute qu'il était en train de perdre. Et grâce à un militaire qui a juste tendu son arme, et puis le caméraman a été sauvé. Cette réaction des esprits du Kasaï. Oui, je laisse Abouya à répondre. Oui, vous allez continuer. Cette réaction des esprits du Kasaï, ça s'est répété avec la pluie. De l'arrivée du président. Mais le président a demandé au chef coutumier qui me bloque. Monsieur Jean-Marie, mais moi je vous dis, les circonstances ne sont pas les mêmes. Oui. Peut-être, je ne sais pas comment vous considérez la pluie, mais la pluie est aussi symbole d'une bénédiction. Je me rappelle, nous sommes en Mbujimaï pendant la campagne électorale de 2018, toujours Félix Tshisekedi. Oui. Sous la pluie, mais il fallait regarder comment la mobilisation a été faite. Oui. Les gens adorent la pluie quand ils reçoivent un visiteur. Oui. Donc, la pluie n'est pas synonyme d'une attaque quelconque. Là, l'avion n'a pas été... Mais il y a des pluies torrentielles, il y a des pluies violentes. Oui. Et là, on peut le différencier. Je sais que dans le Kasaï, il y a aussi de la foudre. Oui. Donc, si les chefs coutumiers ne sont pas d'accord, ils peuvent jeter de la foudre au lieu d'embellir la ville avec la pluie. Donc, du coup, pour moi, une simple pluie... de lui donner accès. J'ai trouvé ça trop faible. Il est la puissance publique. J'ai trouvé ça trop faible. Je vais vous dire une chose, Jean-Marie, qui peut-être pourra vous étonner. Toujours dans la même itinérance de la fois dernière, c'était toujours pendant la période de festivités, le président de la République s'est perdu de route. Il s'est rendu à Cabinda et puis s'est retrouvé sur une autre route. Donc il fallait qu'il y ait la présence d'esprit d'un général pour aller supplier au chef coutumier d'ouvrir. Toujours les mêmes. Oui, d'ouvrir la route, parce que là, on tournait en rond. Toujours les mêmes. On tournait en rond. Oui. Et on a plaidé au chef coutumier. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Effectivement, s'il y a un mécontentement, le président de la République, il est fils du terroir, il est chef d'État, il gère tous les pouvoirs. Il gère tout le pouvoir. Mais je vous dis pourquoi on lui fait ça seulement au Kasaï? Jean-Marie, il y a un sentiment de mécontentement. Parce que nous sommes en Mbujima et on réalise 35 km de route, on estime que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il y a des territoires de Chilenge, il y a plusieurs territoires. Oui. Alors, il y a des territoires qui manquent encore de développement. Je vous ai parlé ici des Kalambambouji, mais il ne suffit pas seulement d'avoir la route pour que tous ces territoires-là se transforment à autre chose. Il faut faire vivre ces territoires. Et ces gens, ces chefs, sont très en colère. Et moi, j'estime que c'est un sentiment naturel pour eux de se venger contre leur propre fils. Et c'est un message aussi que lui doit comprendre. Et il doit vite intervenir. Voilà. Mais avoir les gouverneurs, inspecteurs, observateurs, là je suis contre. Oui, vous avez posé... Je vais retourner avec... Voilà. Alors, Yves Bouya, ces gouverneurs observateurs-là, ils se précipitent beaucoup, hein. Ils se battent beaucoup avec l'IDPS à Kinshasa pour avoir les postes. On a vu d'ailleurs à Kananga combien... Celui qui était là avant, comment on l'appelait? Des dieux. John Kabeya? Oui, des dieux. On a jeté des dieux derrière. Et il n'a rien fait des dieux non plus. Hein. Mais il y a des gouverneurs islériques. Voilà. Ici, dans les est-ce que ces gouverneurs intègrent le fait d'être responsable d'une province, ou bien pleurnichent, comme a dit Arsène tout à l'heure, chez nous c'est pauvre, au Katanga c'est riche, à Goma c'est riche, non, je etc. Ne pleurniche pas. Je ne pleurniche pas. C'est une réalité. Donc Jean-Marie, je parlais tout à l'heure avant qu'on me ravisse donc vous cédez gentiment. Gentiment, je vous disais ça avant la table de l'émission que j'aurais du mal avec Yezouba. Oui. Non, il a beaucoup d'arguments. Il parle avec passion. Il fallait lui trouver son micro. Oui, il est un peu comme Famba. Voilà, c'est un Famba miniature. miniature. C'est un Famba miniature. Donc je vous parlais de cette trilogie. Oui. Déjà avec les barrages de Katende, il y aura, d'après nos informations, 100 millions de dollars pour alimenter les barrages. Disponible quand? Non, mais Jean-Marie, l'argent est là. Faut amener l'argent ici. Non, Jean-Marie, ça sera pris au fonds minier. Oh. Pour les générations futures. Mais quand? Jean-Marie, les fonds miniers, l'argent est là. C'est juste que les gouvernements en conseil des ministres prennent la décision. Et ces décisions... Mais Yves, le temps passe. Jean-Marie, le temps passe, mais moi je vous donne l'information. La réalisation... nous a dit dans une conférence de presse
Il a 2,8 milliards de dollars. Et il va prendre là-dedans pour aussi investir dans les routes, tout ça, des projets d'investissement. Mais c'est Kalambambouji là. Mais Jean-Marie, non, mais écoutez, Jean-Marie, vous savez que Kalambambouji, tout comme Katende, il y a l'argent des Chinois. Tout comme ceux de la MIBA. Oui. Aujourd'hui, il faut lui donner la vraie information aux Congolais. Oui. C'est avec financement propre. Les 50 millions de la MIBA, c'est avec financement propre. Les 100 millions qui doivent être injectés pour la relance de Katende, oui. avec qui sera dont la relance oui. va s'effectuer sur 3 phases. Oui. Pour la première phase, ça va durer les travaux vont durer 24 mois pour alimenter 16 MW. La deuxième phase, ça sera 32 MW et la troisième phase sera 16 MW. Donc il y aura presque une bagatelle de 100 millions. Moi, c'est la disponibilité qui me gêne. Je vous dis que je vous ai parlé du fonds minier ici pour les générations futures. Les fonds miniers aujourd'hui en banque, un chiffre d'affaires, je pense, élevé à 500 millions de dollars. Plus de 500 millions de dollars. Le gouvernement congolais a décidé, en Conseil des ministres, qui est un organe décisionnel, de prendre 100 millions de dollars dans l'argent des fonds mines pour Katende. Cet argent n'appartient pas aux fonds mines. Les gens pensent que quand il y a de l'argent disponibilisé pour les fonds miniers, ça appartient à l'entreprise. Non, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent des Congolais. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais a dit, on relance Katende. Est-ce que vous savez que cet argent, c'est pour l'avenir? Oui, je sais, mais... C'est pour l'avenir. Jean-Marie, c'est pour ça que j'ai dit, cet argent vient d'où? C'est pour l'avenir. Cet argent vient des minéraux. C'est là où je vais directement répondre. C'est là où je vais... Non, Jean-Marie, cet argent, c'est un fonds bloqué pour l'investissement. Oui, alors vous mettez la main dedans. Mais la Katende n'est pas un investissement. Oui, d'accord, mais... Katende, aujourd'hui, est un investissement. Pourquoi vous ne prenez pas cet argent ailleurs? Jean-Marie, mais on peut aussi les prendre. Oui, c'est dans le compte général du Trésor, mais qui va... Non, c'est dans les caisses du FOMIN, pour justifier sa traçabilité, ça doit passer par les comptes généraux du Trésor. Vous voyez un peu. Donc, il y aura 100 millions qui, pour alimenter, qui sera pris dans le compte du fonds minier, pour alimenter, je vous dis Katende. Mais Katende, aujourd'hui, c'est un investissement. Si aujourd'hui Katende est alimenté, ça va électrifier, ça va vous électrifier. Kananga va vous électrifier. Moujimaï va vous électrifier. Jean-Marie. Est-ce que vous avez les chronogrammes? Jean-Marie. C'est ça mon problème. Le chronogramme. Moi, je vous parle du financement. Quand on parle financement, c'est qu'il y a une étude de faisabilité qui a été faite. En termes de terrain, en termes de chronogramme. Et quand il y a l'argent en avance, au moins qu'on puisse détourner. Au moins qu'on puisse détourner. C'est ça la problématique. Qui va piloter tout ça? C'est la question. Donc, c'est ça, je vous dis. On a dit, d'après plusieurs sources, il y aura, même pour la MIBA, il y aura une unité de gestion. Pas avec le même management. Hein? Non, pas avec le même management. Les problèmes de la MIBA aujourd'hui, vous avez même avec les discours du président de la République, il y a des gens qui ont souhaité vivement le départ du PC et du DG. Parce qu'il y a un conflit ouvert entre ces deux têtes. Y compris les gens qu'on place et qui refusent de se placer. Alors on ne peut pas aujourd'hui mettre à la disposition de la MIBA une entreprise qui pose problème, 50 millions, avec un comité de gestion qui pose problème. On parlait avec une autorité de la province qui vous disait, ici avec certains membres du gouvernement, qui vous disait, il faut mettre une unité de gestion qui sera composée du ministre des Finances, portefeuille, mine, avec certains acteurs de la société civile pour gérer ces fonds. Et qu'ils ne soient pas complices non plus. Qu'ils ne soient pas complices. Donc Jean-Marie, c'est un investissement, oui. Il faut l'encourager sur fonds propres. On n'est pas parti chercher ailleurs, mais il faut, c'est l'argent des Congolais, c'est l'argent des minéraux des Congolais avec les faux mines qui sera mis qui sera réservé pour les projets d'intérêt au profit des Congolais. C'est là où Jean-Marie, s'il te plaît, oui. Vous allez un peu choper mes idées pour que je n'aie pas un vide, comme le disait Vidier Chimanga sur un plateau télé, que j'ai un vide. C'est là où je dis à Gédéon que nos frères kassaïens, moi je suis du Congo central, 100% d'heure, hein. Pas comme Izuba. Pas comme Izuba. Donc je suis du Congo central. Congolais. Ouais, Congolais. Né Congo, un vrai né Congo. Nos frères Kassaï Jean-Marie, la situation dans laquelle se trouvent les Kassaï aujourd'hui,
la faute incombe à nos frères Kassaïens. Ah, expliquez. Ça, c'est vrai, Jean-Marie Kassamba. Tout ce que cette province a connu en termes de minerais, avec l'exploitation du diamant, qu'est-ce qu'ils en ont fait dans les années passées? Exploitants privés qui étaient Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des millionnaires. Quand vous allez dans un pays comme Dubaï aujourd'hui, les Dubaïotes vous disent, les Qataris vous disent que le pétrole est en train de tarir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder Dubaï? Il faut diversifier aujourd'hui, c'est le tourisme à Dubaï. Mais qu'est-ce que nos frères Kassaïens ont fait dans les années passées? Ils ont acheté des avions. Ils ont fait quoi avec les richesses de leur province? Ils ont acheté des avions. Quand vous allez au Katanga aujourd'hui, on vous parle de Masuka, on vous parle de Kiaboula, vous parlez de Bounia aujourd'hui avec les Nandais. Oui. Vous parlez de Goma. Qu'est-ce qu'ils ont construit aujourd'hui, Goma? Mais les gens de là-bas. Les gens de là-bas. Même à Boutembo, c'est ça. C'est une responsabilité. Au-delà que, aujourd'hui, on vous fait une confidence. Ils ouvrent l'information. Par exemple, avec la voirie. Ça ne revient pas au gouvernement central aujourd'hui de pousser à la construction de la voirie. Mais c'est le président de la République aujourd'hui, c'est l'aide de l'argent de Kinshasa qui fait la voirie de Bujumaï. D'après certaines indications. Or, quand vous allez à Goma, vous allez à Lubumbashi ou à Kolosi, ce sont les gouvernements provinciaux. Les gouvernements provinciaux. Mais là, le président de la République aujourd'hui pousse le gouvernement central à construire la voirie. Même au niveau de Kananga, au niveau de Mbujimaï, au niveau de Kinshasa. C'est pas le gouvernement central. C'est pas le gouvernement central. Mais le président de la République pousse. Là, c'est une question que je pose ici. Qu'est-ce que nos frères Kassaïens ont fait de leur richesse d'hier qui était les diamants? Même d'aujourd'hui avec les pouvoirs. Même d'aujourd'hui avec les pouvoirs. Oui. Le diamant a été exploité ici. À la place de comprendre que le diamant disparaîtrait demain, ils se sont fait une autorité, ils se sont fait vanter, chanter par des musiciens. Chanter. Mais ils ont laissé la province mourir. Aujourd'hui, c'est quoi Mbujimaï? C'est des têtes d'érosion, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais quand tu vois... Et des petites maisonnettes. Des petites maisonnettes. Hey, mais maintenant, aujourd'hui, quand vous parlez aujourd'hui du Kassai, on vous dit que la plupart de nos frères Kassaïens sont maintenant à Kolwezi parce qu'aujourd'hui Mbujimaï est à quelques kilomètres de Kolwezi. C'est là où ils vont maintenant exploiter, ils font les affaires à Kolwezi. Mais regardez maintenant ce que font maintenant les Lualabé de leur richesse. C'est ça maintenant où la faute des fois, au-delà de l'implication du gouvernement. Alors je vais poser cette question. C'est que les Lualabé, les Katangais font aujourd'hui de leurs richesses. Donc il y a un moment où, pas peut-être nos amis qui sont en face de nous, mais leurs grands-parents, leurs parents, vous voyez un peu, des fois ils n'avaient pas mis la province dans une perspective de développement. Et aujourd'hui, ça rattrape toute une génération. C'est devenu, le problème du Kassai est devenu générationnel. Et ça rattrape toute une génération. Concernant les changements de la Constitution, Jean-Marie, j'ai suivi mes amis. J'ai vu comment est-ce qu'ils ont été en difficulté. Ils sont dans un positivisme. Non, je ne vais pas emprunter, Jean-Marie. Non, je ne vais pas emprunter ces termes, Jean-Marie, pour mettre mal à l'aise nos frères qui nous accueillent bien ici, qui nous font visiter. Mais non, c'est le débat. C'est le débat. Mais quand vous leur posez la question, même moi j'ai trouvé, j'ai décelé une difficulté à eux. Ils ont ramené sur la thématique. Oui. Ils ne savent pas dire changement ou réforme. Une réforme, un changement n'est pas une réforme. Non. C'est radical seulement. Non, mais on appelle ça abrogation. Quand vous parlez de la réforme, vous faites la réforme, nous avons la Constitution et qu'on peut toucher à certains articles. Là, les changements, c'est on met la Constitution. On abroge, on met en place, comme le président dit, un comité qui va élaborer une nouvelle constitution. Et c'est cette difficulté que je vois aujourd'hui dans les chefs du président de la République, dans les chefs de l'UDPS, dans les chefs de ceux qui sont pour soit les changements. Ils ne savent pas nous déceler les changements à la révision. Nous sommes tous d'accord. Qu'on peut modifier. Parce que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de modification. C'est ce que Kamer avait même dit au président de la République. C'est ce que Bemba. Moi, je voudrais vous demander, parce que vous avez établi la nuance entre réforme, changement et la modification. Non, c'est un dada, ça c'est trop facile. C'est vraiment un dada intellectuel. Quand le président de la République dit que je mettrai en place une commission pour apporter des réformes, ça signifie que le président de la République veut réviser la Constitution. Une révision est une réforme.
il y a des dispositions qu'on peut toucher, notamment sur les votes des gouverneurs, la nationalité, on peut toucher. Mais quand on veut parler du changement... Non, pas le vote de gouverneur. Le vote de gouverneur, c'est on change le système les systèmes des votes. Ça, il faut changer la constitution. Vous voyez un peu. Par exemple, il y a des dispositions qu'on ne peut pas toucher, notamment des dispositions verrouillées. L'article 220, qui vous parle même de la forme de l'État. Les suffrages des votes. C'est très important. Mais quand on vous parle du changement, c'est qu'on va au référendum, comme Kabila l'avait fait en 2005, où on est allé au référendum, et par voie référendaire, les Congolais ont fait les choix de cette constitution, sur laquelle Kabila, en 2 mandats, a prêté serment, et même les présidents de la République. Tout ce qui pose en termes d'actes de gestion, c'est sur base de cette constitution. Et quand on dit ici, quelle est cette constitution, comme on dit, il faut l'adapter aux réalités, c'est quelle réalité? Parce que le président de la République jouit de la plénitude de ses pouvoirs. Il nomme, il révoque, il fait des itinérances, il est bien accueilli de partout. Rien ne bloque. Et quand même, on veut même aimer un débat intellectuel, même en faisant même du juridisme, aucun prof en droit, soit praticien du droit, nous peut, soit pour ici, nous soulever, ne serait-ce qu'un seul article qui bloquerait les présidents de la République. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le président de la République a sa propre majorité, il faut être équilibré, il faut être objectif. Il a dit lui-même qu'elle a reçu ses députés à la cité de Loya. Le président de la République a une majorité écrasante que Kabila n'avait même pas. Avec une représentativité de 5% de l'opposition. Enfin, à la limite. Le président de la République vous met en place des projets. Le président de la République est partout. Il est reçu comme garant de la nation. Il n'y a rien. À la place de chercher encore la thématique sur le changement ou la révision, ce sont les priorités. Moi, je viens de Kinshasa. Les priorités de Kinshasa ne sont pas les priorités des Mbuji-Mayi. Nous avons le président de la République aujourd'hui veut relancer cette province. Il a face à lui des priorités de la province. Le président de la République vous fait des itinérances. Au-delà de Kisangani, où il a vu les priorités et les urgences. Il a été à Kananga, oui, où la population lui a rappelé, lui a mis face à ses responsabilités pour l'eau et l'électricité. Nous sommes à Mbuji-Mayi ici, c'est plusieurs priorités et urgences. Vous irez au Congo central. Et à Chikapa, vous irez à Chikapa, ça c'est rapide. Vous irez dans la province de l'Équateur où le président de la République a promis de vous construire une université. Plus qu'Harvard. Plus qu'Harvard. Alors, face aux priorités et urgences, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la constitution. On fait quoi de ces priorités? Au-delà de ces priorités d'ordre sociétal, nous avons aussi les problèmes de l'insécurité, Jean-Marie Kassamba. L'insécurité, c'est partout aujourd'hui au Congo. Nous en avons aujourd'hui dans l'Est. On ne sait pas quoi faire avec nos territoires qu'on a presque perdus. Le président de la République a dit même qu'il ne va même pas négocier avec les M23. Au-delà de ces propos, mais on a des territoires qui ne nous appartiennent pas. Vous avez aujourd'hui les M23 qui vous foncent vers Walikale, qui est très proche, je pense, des Bukavu, de la Grande Orientale et de la province de Maniema. Aussi. Alors, c'est une priorité. Il faut récupérer ces territoires. Vous allez à Kinshasa. C'est votre préprovince, Jean-Marie Kassamba. Nous avons d'autres urgences et priorités, c'est la sécurité. Et vous allez vers les Bandundu, vous avez les phénomènes Bondo. À Kinshasa, on a une opération, une vaste opération lancée par les VPM, Nobo. Et quand vous allez vers le sud Kivu, avec les Red Tabarek, qui menacent aujourd'hui les pouvoirs de Museveni. Mais aujourd'hui, qui sont installés chez nous, c'est une priorité de récupérer. De rétablir la paix dans ces provinces. En lieu et place de dire au président de la République, Monsieur le Président, modifier, je suis d'accord pour la modification, au lieu d'échanger, ce sont les priorités. Parce que le président de la République lui-même comprend que la menace est grandissante. Quand il vous utilise les termes, il refuse d'être lapidé. Ils sont ça. Ils voient que la fin du mandat arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc Jean-Paul Marie sont entrés dans ces débats d'origine
Il faut aider les présidents de la République. Oui, Prendre son courage au président de la République, monsieur Oui. le Président, Oui. nous avons des priorités et des urgences. Aujourd'hui, toucher à la Constitution, cela va diviser les pays, Jean-Marie Kassam. le message est passé. Le message est passé. Message est passé. Donc il Merci. faut garder ces pactes républicains, cette paix sociale, déjà que ce schéma fait face à plusieurs incertitudes, déjà sur le plan sécuritaire avec nos territoires. Vous avez comment est-ce que ça bouillonne dans la propre famille du président de la République avec les positionnements des Kamer et des Bemba des Bahati qui sont pro-révision. Vous avez de l'autre côté l'organisation à ne pas négliger, s'il faut le dire, de la composition, de la compo des Kabila, Fayoulou, Katumbi, qui l'un a été président de la République, l'autre gouverneur, ils ont des entrées internationales, ils ont les moyens, une capacité de mobilisation. L'autre était deuxième aux élections. Vous avez aujourd'hui ajouté à cela la guerre aujourd'hui qui s'impose entre l'église catholique et les régimes Jean-Marie Kassam. Il ne faut pas oublier ça. Il faut n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé. Suivre les terminé. discours des Fulgence Mouteba qui vous disent c'est toucher au feu s'il faut changer la constitution. Vous avez aujourd'hui l'église catholique qui a une forte capacité de mobilisation, qui voit la difficulté du peuple. Donc il faut prendre le courage du président de la République, monsieur le Président. C'est un plan, c'est une idée. Mais il y a des paramètres qui prouvent que Merci beaucoup. ça mettra On doit le pays clôturer en l'émission. difficulté. Il faut plus voir les urgences. Merci. On doit clôturer l'émission. Vous voyez que Bouya, c'est lui qui parle beaucoup, et depuis qu'il avait le micro. Bon, il a senti votre passion. Non, moi je pense que, Jean-Marie, nous avons parlé des problèmes du Kasaï. Et le président de la République lui-même, il est conscient que ces problèmes n'exigent pas un changement de la Constitution pour les résoudre. En tout cas, il n'y a aucun blocage pour que la MIBA soit relancée. Il n'y a aucun blocage pour qu'Alambambouji soit réhabilité. Il n'y a aucun blocage pour la chute Katende électrifie Kananga et ses environs. Il n'y a aucun blocage. Et Parce qu'il a la partout, majorité est nationale et provinciale. oui, partout où il passera, il pourra nous donner raison que le vrai problème des Congolais, du développement de notre pays, ce n'est pas la Constitution. Parce qu'il a été vrai et avéré que la RDC avait de beaux textes, mais qui n'étaient pas appliqués à son entièreté. Et lui-même a vécu, et il a vu que pour lancer, par exemple, la gratuité de l'enseignement, qui est un vaste programme, ça ne lui demanderait pas de changer la Constitution. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Aujourd'hui, il a même lancé la gratuité de la maternité ici au Kasaï oriental. Ce n'est pas par un changement. Donc nous pouvons vivre de merveilles et de merveilles sans qu'il y ait changement de la Constitution. Concluez. Alors, non, moi je vais parler de ces trois axes que Bouya a abordé tout à l'heure, mais peut-être apporter les détails. Ça veut dire que l'approche actuelle avec le gouvernement souminois est différente de l'approche de Sama. Là, il faut le dire. Parce Est-ce que Sumina s'exprime plus que Sama? bon, le problème, ce n'est pas de s'exprimer, mais le problème, c'est d'exécuter une politique, je dirais, une politique administrative, une politique, voilà. Le problème, c'est d'exécuter une politique. Et la politique de Sama, avec... oui, la politique de Sama, c'est que une politique, j'allais dire l'administration publique. Oui. La politique de Sama à l'époque, c'était beaucoup plus de marché préfinancé. Et ça bloquait à un certain moment parce que l'État, pour retourner de l'argent à l'entreprise qui exécute, parce que quand on dit préfinancement, l'entreprise ne préfinance pas la totalité. L'entreprise peut préfinancer les études et le démarrage des travaux, oui. Mais cet argent-là, le gouvernement doit rembourser selon une durée qui sera établie par le contrat. PPPP. C'était beaucoup plus avec Sama. Nous avons vu ce genre de contrat exister. Oui. Mais l'approche des Souminois, c'est qu'il faudrait que le gouvernement mobilise lui-même et finance. Donc quand on parle des 100 millions de dollars pour la chute, les barrages de Katende, oui, on les a. Ce n'est pas l'argent que le gouvernement va réfléchir 2 fois pour les avoir. Le gouvernement en a. Mais qu'est-ce que le gouvernement dit? Le projet ou la chute de Katende demandait plus de 200 millions ou 300 millions de dollars. Oui. Mais quand on va électrifier, quand on va renvoyer tout le 64 mégawatts à Kananga et ses environs, il y a même un excès de l'électricité. Il ne faut même pas réfléchir comment renvoyer le courant à 100%. Donc on peut, mollo,
commencer à alimenter la ville. Et déjà, quand Bouy a parlé de ces financements de 100 millions, qui est déjà disponible, le gouvernement a déjà levé l'option pour que cet argent-là sorte. On va produire 16 mégawatts. Et les 16 mégawatts, c'est largement suffisant pour la ville de Kananga et ses environs. C'est comme la chute de Kakobo là aujourd'hui, qui produit de l'électricité que la ville n'utilise même pas. Dans les Bandundu. Dans les Bandundu. C'est tellement beaucoup que on l'utilise seulement pour des ménages. Il n'y a aucune société, il n'y a aucune usine, aucune industrie qui exploite. Et le gouvernement a estimé qu'on peut aller mollo financer. Je vais entrer maintenant pour le cas de l'AMIBA pour terminer. Très vite, très vite. Oui. Pour le cas de l'AMIBA, dans le désordre qu'il y a actuellement, le gouvernement dit on va s'intéresser après parce que ce comité de gestion a géré 3 millions de dollars. Et dans les conditions actuelles de l'AMIBA, je suis convaincu, même si vous mettez 200 millions, ça sera parti et on ne verra rien. Parce que l'AMIBA a beaucoup, je vais dire, une ardoise de dettes. Vous avez les dettes sociales, vous avez les dettes commerciales. Le passif pèse énormément. Et c'est en termes de millions. Le gouvernement a décidé de créer une unité de production. D'ailleurs, ça va s'appeler MIBA Production. Oh. Oui, je vous livre l'information. Okay. Ça va s'appeler MIBA Production. Et c'est cette unité, qui va d'ailleurs disparaître dans le temps, qui viendra commencer directement à produire avec les engins. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, pour relancer les MIBA, il faut produire. Donc, on relance la MIBA avec la production et c'est pratique pour le gouvernement suminois. Et c'est des conseils assez logiques. Et cette unité MIBA Production regroupe plusieurs ministères, mais aussi les dignes fils du coin. Beaucoup avaient même proposé qu'on mette des prêtres, qu'on associe des prêtres dans cette gestion. On a toujours nommé les fils du coin. Ouais. Et on connaît les résultats. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On connaît les résultats. Il y aura un contrat d'amodiation avec l'AMIBA que cette entreprise va proposer, cette unité va proposer. Et c'est ce contrat d'amodiation qui va donner le droit d'exploitation à cette unité. Et l'argent que cette unité va produire va commencer directement à aller chez MIBA et apurer certaines dettes. Donc c'est comme ça que, mais au total, c'est 70 millions que l'État et que la MIBA qui demande par exemple cette unité de... Non, c'est 70 millions, mais l'État évacue d'abord 50 millions pour installer, acheter de matériel et produire, et les 20 millions autres viendront pour tout ça. Mais ce qui concerne maintenant la gestion de la MIBA, il y aura tabula rasa. Parce que, l'État va frapper. Tabula rasa. Oui. La gestion actuelle, mais si on dévie ces millions de dollars, c'est pour éviter les manigances et les simagrées autour de la gestion actuelle, qui est une gestion hasardeuse. Donc, l'État va sévir, l'État va venir auditer d'abord ces 3 millions, et puis les accusations autour de vol de diamants. C'est grave. Les gens. Parce qu'aujourd'hui, il faut sécuriser. Vous avez dit. La production. Non, la polygone mérite d'être. Il faut certifier. Il faut trouver une société de certification qui est habilitée d'une, je dirais, d'une réputation au niveau international pour que nos diamants soient achetés avec beaucoup plus de valeur. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour de la MIBA. Oui, les machines et tout ça, il faut acheter des machines. Donc je pense que aujourd'hui, l'approche utilisée par le gouvernement souminois, c'est une approche qui peut convaincre, qui peut placer la ville sur une piste. Parce qu'il ne suffit pas qu'une province, comme Bouya disait tout à l'heure, soit garnie par ces opérateurs qui sont fils du terrain. Non, il faut placer des provinces sur le piste de développement. Et ces provinces, tous les Kasaï n'ont jamais été sur une piste de développement. Merci beaucoup. Et le piste de développement, c'est le courant, c'est l'eau, c'est la route. Et voilà, donc on va voir le miracle par la suite. Merci de Moïse Zouba. Voilà, bonne nouvelle que vous entendez, ben c'est celui-là. On va nettoyer les coins. Ça, on va nettoyer les coins. Les gens qui se sont organisés pour puiser
Polygone Miba, Sassim, il y aura un nettoyage. Mais avec Sassim, je pense le gouvernement est en phase d'annuler, je pense, l'arrêté de Catherine Samba, qui était ancienne ministre des Mines, qui met Sassim en difficulté. Oui, oui, absolument. Ouais. Voilà. Donc, je remercie d'abord Gédéon Kabamba, qui a fait le déplacement de ce plateau, Arsène Punga de letambo.net, Yves Bouya, l'incontournable, Edmond Izouba, qui vient de vous donner la bonne nouvelle. Allez, tabula rasa. Préparez-vous à faire les valises, mais même si vous partez maintenant, la justice, je vois Vondé, je vois Kamoulet et les autres en train de préparer déjà des dossiers, même si Zouba n'est pas de bonne guerre avec l'IGF Ventré va fourrer son nez là-dedans. Passez de bons moments en Bujimaï, enfin on est encore là pour un temps, et surtout merci à tout le monde qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse. Et merci surtout à Maurice Chikouya, patron de Gloria, qui a effectivement hébergé le club d'aujourd'hui, mais aussi le recteur de l'université officielle de Mbujimaï, que nous avons visité ce samedi ici à Mbujimaï. On se retrouve samedi prochain à Kinshasa, en direct, sur Télé 50. Bonne semaine à vous.